contre du numérique. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Hem, donc ça veut dire, en fait, nos algorithmes, ils reposent sur la qualification des œuvres par le biais, en fait, de mots-clés et cette sémantique qui permet de faire le lien entre les contenus, sur les plateformes. Nous, la façon dont on voit ça, c'est que ce langage naturel, ça permet d'être compréhensible à la fois par les éditeurs de contenu, mais aussi par l'utilisateur, final. Donc nos produits, ils s'appuient sur 3 piliers. Donc le premier, c'est, la transparence. Ça veut dire qu'on essaye de créer des algorithmes qui ne soient pas des boîtes noires, d'éviter en fait, la aussi, ça permet d'éviter la pensée magique autour des algorithmes, d'utiliser des données qui ne soient pas des données personnelles sensibles, mais uniquement, des données, d'interaction et évidemment, dans le respect du, comme en France on appelle le RGPD. Ensuite, c'est l'explicabilité. L'explicabilité, la définition, c'est, la capacité de mettre en relation et de rendre, compréhensibles les éléments qui sont, pris en compte, par les systèmes, donc qui reposent sur de l'IA ou pas, la production du résultat. Donc en fait, nos algorithmes, ils essayent d'être compréhensibles et accessibles. On cherche à ouvrir le dialogue avec l'utilisateur. Hem, En rendant en fait, les algorithmes sur les plateformes manifestes, ça favorise la découvrabilité, notamment puisque en fait, quand un utilisateur comprend pourquoi un contenu lui est recommandé, ça va être beaucoup plus évident, pour cet utilisateur, de regarder ou d'écouter, ce contenu et il sera forcément, plus enclin à le regarder. Ensuite, la contrôlabilité, nos algorithmes, ils ont pas visé à remplacer une équipe éditoriale. En fait, on va pas, automatiser, l'intégralité de l'éditorialisation d'une plateforme. Mais par contre, c'est vraiment un outil à destination des éditeurs. Donc on essaye, par le biais de, nos outils, de permettre, la manipulation des algorithmes. Par exemple, avec, la plateforme, de documentaire, Tank, en leur donnant les bons outils, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des liens entre les contenus qui étaient impossibles à faire, avec, seulement, la main, humaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une surcharge cognitive, en fait, à partir de 70 contenus, c'est quasiment impossible, pour un éditorialiste d'assumer cette charge. Donc bon, ça c'est bien, mais pourquoi, en fait, créer, de tels outils? Aujourd'hui, on est dans un tel développement des industries culturelles et créatives qu'on a accès à de plus en plus de contenus. Ce qui fait que les utilisateurs sont soumis au paradoxe de l'hyperchoix. Il y a tellement de choix qu'on ne sait plus quoi choisir. Du coup, la question qui peut se poser, c'est comment trouver l'œuvre que nous cherchons, mais aussi celle qu'on ne cherche pas dans un tel dans une telle immensité de possibilités. Et donc ça nous permet de revenir sur, aussi, une des réponses possibles qui est, la bonne qualification des biens culturels. Hem, qui, associé aux algorithmes de recommandation, est en fait un vecteur de découvrabilité. Heu, En effet, s'il y a une chose qu'on peut dire des biens culturels, c'est qu'ils sont, polysémiques. C'est-à-dire c'est pas des équipements, de marché classiques. Entre un film et une paire de chaussettes, il y a un monde en fait, dans la qualification. On peut pas traiter un contenu culturel, comme on adresse, voilà, des chaussettes ou le shampoing. Là, par exemple, on a pris, l'exemple, du Songe d'une nuit d'été, donc Mendelssohn, avec un livret donc de Shakespeare et donc le ballet de Balanchine. Il y a plein de raisons, entre vous et moi, pourquoi on pourrait aimer, ce contenu-là. Moi, je peux l'aimer puisque, voilà, cette retranscription, il y a de belles images, vous, parce que, vous adorez la musique classique, d'autres parce qu'il y a une histoire d'amour, d'autres parce que c'est romantique. Et en fait, sans la sémantique, c'est impossible de le savoir et de le qualifier. Donc, il faut penser les algorithmes pour qu'ils puissent capter cette polysémie. Hem, donc c'est pour ça que nos algorithmes se basent sur la sémantique. Et je passe. Donc, comment aider les plateformes culturelles à qualifier leur contenu? C'est la prochaine étape. Donc nous, assez simplement, on a une action, en 2 volets pour qu'en fait, justement, les plateformes culturelles aient les bons outils. Donc le premier volet, vous l'avez bien compris, je l'ai suffisamment répété, je pense, c'est un portefeuille d'algorithmes de recommandation. Donc on a plusieurs types d'algorithmes, pour un peu aussi, proposer la recette idéale, en fonction des contextes. Donc on va avoir, à titre d'exemple, un algorithme, donc de personnalisation qui va, c en fait proposer, une liste de recommandations en fonction de ses goûts et de ses interactions passées à l'utilisateur, mais aussi un algorithme qui fait juste les liens entre les contenus. Hem, un algorithme aussi, par exemple, de surprise, qui va proposer, les contenus, qui n'auraient pas été, qui
sont assez loin, justement, des goûts habituels de l'utilisateur pour vraiment pousser la découvrabilité, par exemple. Mais en Il fait, reste 1 minute. il reste 1 minute, bah, parfait, c'est ce qu'il me faut. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas exactement. Pourquoi? Parce que nous, en fait, on propose des outils et des services, c'est-à-dire des prestations. Donc le premier outil, c'est, des prestations d'enrichissement sémantique. On a des experts éditoriaux chez nous qui vont indexer les contenus, en fait, parce qu'ils sont spécialistes, voilà, des films notamment. Mais en fait, on a aussi le cas où on a des clients qui veulent vraiment gérer les métadonnées en interne. Mais pour ça, il faut leur donner des outils. Donc nous, on va les former à créer des taxonomies et ensuite, on va leur donner, des outils pour continuer à indexer. Parce que mettre des tags, c'est une chose, mais mettre des tags qui soient pertinents, pour faire fonctionner les algorithmes de Un petit recommandation, souci c'est de encore de pardon? je pense qu'on avait un petit souci de connexion, à moins que j'espère que ce n'est pas moi. Ah, Est-ce que tu as est-ce que c'est est-ce bon? que tu as On m'entend? conclu? Non, j'ai pas conclu. Ah, Je excusez-moi. conclus très vite. Ça fonctionne? Peut-être je regarde, ce qui se passe là dans le chat, non, ça a l'air de fonctionner? Bon, je continue du coup? OK, on m'a dit oui, très bien, merci. Du coup, donc pour vous évoquer 2 cas pratiques. Par exemple, Brut, donc qui est une plateforme qui est présente dans le monde entier, décide de lancer sa plateforme de SVOD. Chez Brut, ils ont vraiment, à cœur d'avoir, une éditorialisation, très, très forte et aussi, en fait, ils ont leurs propres mots-clés, leur propre ton. Donc nous, on va les aider, en fait, à avoir des bonnes pratiques d'indexation. Donc, les bonnes pratiques d'indexation, ça va être aussi simple parfois que bah, juste pas de synonyme, puisque sinon, en fait, l'algorithme ne va pas forcément tout capter, pour vraiment pouvoir finement qualifier les contenus. Donc, nous, on envoie en fait des consultants qui vont les aider à adapter les bonnes pratiques pour vraiment qu'ils aient ensuite le contrôle sur le sujet et qu'ils puissent continuer à appliquer ces bonnes pratiques. Et ensuite, bien sûr, donc, leur mettre dans les mains un outil pour qu'ils puissent continuer à indexer. Et on a aussi le cas de Lumni, donc qui est la plateforme de e-éducation de France TV. Là, c'est un autre cas. Là, c'est pas, on part de zéro et il faut créer une taxonomie de A à Z. Là, il y a déjà une taxonomie, mais il y a 50 000 contenus et tout est très mal rangé et on n'a pas bien qualifié les contenus. Et sur 50 000, c'est énorme. Donc là, c'est repasser et renettoyer, remettre en place des bonnes pratiques d'indexation sur un enjeu de découvrabilité qui est vraiment une mission d'État, puisqu'on s'adresse aux lycéens et aux jeunes et aux collégiens, donc du coup, qui utilisent des plateformes numériques comme outil de formation pour leurs études. Donc voilà, donc nous, ça a été un enjeu vraiment de formation et de dotation des bons outils. Voilà, et maintenant, du coup, les algorithmes de recommandation fonctionnent et fonctionnent bien sur ces deux plateformes. Voilà, je vais conclure ici. Je vais arrêter de partager mon écran. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Non, On, Véronique, on n'entend pas. on m'a dit qu'on a perdu Véronique. Ah, Sauf erreur, j'étais le suivant. tout à fait. Donc, je pense que je vais enchaîner pour laisser quelques minutes à Véronique pour se reconnecter. Donc, je vais vous partager mon écran à l'instant. Tu vas devoir te présenter tout seul, Christian. Oui, c'est ça. Donc, à moins que... Donc, bonjour tout le monde. Merci. Je m'appelle Christian Roy. Je suis fondateur chez ADSS, qui est une entreprise qui développe et fait de la consultation dans le domaine du numérique appliqué à la culture. Et je travaille notamment sur un outil qui s'appelle Hercule, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, sous l'angle d'une solution qui peut tenter de rendre la découvrabilité mesurable. Parce que ça, c'est une préoccupation que j'ai. En fait, j'ai toujours été intéressé ou captivé par cette affirmation-là de Peter Drucker, le gourou de gestion, qui nous dit que ce qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être amélioré. Et ça, c'est particulièrement applicable dans le domaine du numérique parce qu'on a des métriques partout. Mais j'ai toujours eu un peu de mal à réconcilier ça et la définition de la découvrabilité, puis là, j'utilise celle de la mission franco-québécoise, qui nous dit que la découvrabilité, c'est sa disponibilité en ligne, ça va, et sa capacité à être repérée parmi un vaste ensemble de contenus. C'est quand même assez flou, assez abstrait.
Et donc, il y a un élément de réflexion que j'ai fait par le passé avec des partenaires, avec des chercheurs, avec des partenaires d'affaires, autour de l'idée de comment pourrions-nous, à partir des observations qu'on peut faire sur le web, développer des indicateurs, donc des quantifications associées à la découvrabilité. Parce que ce qu'on retrouve dans la définition de la découvrabilité, on peut l'observer sur le web, sur les plateformes spécialisées qui diffusent des films ou de la musique ou des livres. Et même dans tous les sites web qui font référence à ces objets culturels-là. Évidemment, observer tout le web en entier, c'est un boulot incroyable. Par contre, on a des baromètres. Les moteurs de recherche, comme Google, par exemple, sont une sorte de baromètre de ce qui se passe sur le web. C'est un filtre qui nous montre ce qui est le plus important en réponse à une requête. Et donc, c'est ça l'idée derrière Hercule, en fait. Hercule, c'est une plateforme web qui moissonne une série d'autres sites web, des plateformes de type Amazon, Netflix, Spotify, ainsi de suite. Donc, il ne fait pas toutes ces plateformes-là, il le fait pour le livre et pour le film. Puis qui moissonne aussi Google pour créer, d'abord, analyser cette masse de données, la structurer. Évidemment, c'est de la donnée textuelle, donc c'est à peu près impossible à analyser, et transformer ça dans des indicateurs plus clairs, plus quantifiés. Donc, c'est un produit qui est offert dans le secteur du livre depuis plusieurs années et qu'on est en train de porter au secteur du film avec un partenaire qui s'appelle Distribution H264, qui œuvre dans le secteur du film. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, à partir du moment où on envoie les robots d'Hercule, par exemple, pour une liste de livres, donc ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment un catalogue d'éditeurs avec une liste de livres. On va moissonner un ensemble de plateformes, donc Amazon, Apple, qui vendent du livre numérique, mais aussi la FNAC, leslibraires.ca, Renaud-Bré, Cultura, peu importe. Donc, on moissonne l'ensemble de ces sites web et on est en mesure de savoir si les livres sont bel et bien disponibles ou pas sur chacune de ces plateformes. Donc là, on fait une mesure du premier volet de la définition de la découvrabilité, la question de la disponibilité en ligne. Donc, si je voulais des indicateurs quantifiés, je pourrais assigner 1 point quand un livre a été trouvé, 0 point quand il n'a pas été trouvé, puis à partir de là, développer des quantités, des pourcentages de mon catalogue, par exemple, qui sont disponibles sur tel ou tel marché. Le deuxième volet de la définition est quand même est le plus complexe, évidemment le plus difficile à mesurer parce que là, on entre un peu plus dans la subjectivité ou dans la multiplicité des chemins. Une approche qu'on prend dans Hercule, c'est de quantifier le nombre de rayons numériques, si on veut, le nombre de cases dans lesquelles les plateformes vont présenter un contenu. Donc ici, on a l'analyse d'un livre jeunesse qui, sur une plateforme, se retrouve seulement dans la catégorie Books sur Amazon Canada, alors que dans d'autres plateformes, il va se retrouver dans livres jeunesse, documentaire 3-6 ans sur l'écologie, histoire, écologie et environnement, l'écologie expliquée aux enfants, etc. Donc, nous, on prétend que plus il y a de rayons numériques associés au livre, plus il y a de chemins à travers les plateformes qu'on peut utiliser pour le rejoindre, bien, plus il est découvrable. Donc, encore une fois, un outil pour se doter d'indicateurs quantifiés. Après, les plateformes, évidemment, les plateformes de type Amazon, de type librairie en ligne, de type Apple TV et ainsi de suite, c'est bien, mais les consommateurs vont découvrir les objets culturels, les produits, les offres ailleurs sur le web. Et comme je le disais tout à l'heure, Google est probablement un des meilleurs baromètres qu'on a sur l'état du web. Google fait une forme de sélection à partir de ses algorithmes de qu'est-ce qu'il veut nous présenter provenant de l'ensemble du web en réponse à une requête précise. Donc, dans Hercule, on a aussi créé des robots pour analyser le web. Et là, je vous montre comment on le fait, nous, comme humains. On fait une requête, on met le titre d'un film, par exemple, sur Google. Bien, on a une page très détaillée hein, avec des bandes annonces, des informations sur le film, des liens vers des médias, des liens vers des réseaux sociaux, le web sémantique, Wikipédia, des liens de consommation, et ainsi de suite. Et encore une fois, si on prend le temps d'analyser tout ça, on peut placer chacun de ces éléments-là, qui nous sont l'agrégation de ce que Google lit du web au sujet du film, dans des cases. Il s'agit d'informations de visibilité du film ou simplement qui confirment sa disponibilité. Il est disponible en ligne à tel endroit, alors que par ailleurs, des fois, il y a des éléments qui sont plutôt qui relèvent de la recommandation. Quand on commence à intégrer les artistes qu'on voit dans le film, on peut se douter que dans leur page à eux, le film il est une référence, donc c'est une façon, un chemin de plus d'exposer les consommateurs à ce produit-là. Et donc, si on répète cette opération-là de semaine en semaine, par exemple, qu'on observe l'évolution de la page de résultats sur
sur une requête en particulier et qu'on quantifie les zones en rouge qui correspondent à tel volet de la découvrabilité, ou on place en gris ou en noir les résultats qui ne correspondent pas à notre bien. Mais on peut se donner des indicateurs qui évoluent dans le temps. Donc, par exemple, ici, ce sont les résultats réels là, de moissonnage à toutes les semaines pendant une bonne partie de l'année 2022 sur un titre de film. Puis on voit qu'en début d'année, il y avait un grand espace noir, donc inoccupé par le film, à travers la vision que Google a du web. Et plus tard dans l'année, on a réussi à occuper tout l'espace dans des volets de visibilité ou de présence. C'est beau tout ça, mais je reviens à l'affirmation initiale que je vous ai proposée, celle de Peter Drucker, qui nous dit ce qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être amélioré. On fait quoi avec ça? Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter autour de la table ronde, mais très rapidement, quand on voit que nos indicateurs de présence nous montrent des trous, il faut d'abord numériser, bien distribuer. On n'est pas encore à intervenir sur la recommandation, sur des éléments plus complexes. Par contre, quand on voit que les titres sont mal positionnés dans des mauvaises catégories, là, on peut savoir, je vais travailler à enrichir mes métadonnées, à mettre plus de mots-clés, à utiliser des codes de classification plus adéquats, plus précis. Ou quand on observe l'évolution de la visibilité d'une offre à travers le web, on se rend compte qu'il y a un trou, qu'il y a de l'espace à occuper. Peut-être qu'on peut prendre, c'est un exemple, mais intensifier les relations de presse. Donc, on sort de l'univers numérique pour aller réaugmenter nos indicateurs de découvrabilité sur le web. Donc, ce ne sont que des exemples. On en parlera un petit peu plus pour la suite. Christian, il te reste 30 secondes. Écoute, j'ai fait ça à la vitesse sprint. Je cède mon 30 secondes au groupe. Merci beaucoup, puis toutes mes excuses pour un petit souci de connexion. Merci Christian d'avoir pris la suite. On va ensuite enchaîner avec Dorine Roura-Chitse qui dirige Africalia. Dorine est diplômée en relations publiques et en coopération et relations internationales. Dorine dirige Africalia, une institution belge active dans le domaine de la coopération culturelle avec l'Afrique, Burkina, Burundi, Kenya, Ouganda, République du Congo, Rwanda, Sénégal et Zimbabwe. Depuis une quinzaine d'années, ses compétences en ingénierie de formation, en montage de projets, en production de films documentaires et en organisation événementielle se sont développées dans le secteur des industries culturelles et créatives. Ses nombreuses missions sur le continent africain confirment son expérience professionnelle au service du développement économique des opérateurs culturels et des artistes africains et sa connaissance fine des enjeux liés à son secteur d'intervention. Dorine, nous te cédons la parole. Merci Véronique et merci encore pour l'invitation à participer à ce panel. C'est vrai que je l'avais dit au début, je m'étais demandé mais pourquoi est-ce qu'on a invité Africalia à participer à ce panel, mais on a une diversité de profils qui explique la présence. Donc comme vous le disiez, moi je dirige une structure qui s'appelle Africalia qui est basée à Bruxelles, qui est une institution de coopération culturelle et donc qui travaille avec une dizaine de pays au fait sur le continent africain. Et donc voilà, le fait d'accompagner les opérateurs culturels, des entrepreneurs, des artistes, pour nous permet de pouvoir contribuer au développement économique et social des pays dans lesquels on intervient, en tout cas de contribuer. Et donc de se dire, on développe une série de programmes de renforcement de capacités en particulier, où on va intervenir à différents niveaux, que ce soit au niveau du plaidoyer, au niveau de tout ce qui est gouvernance, et puis par rapport au core business de tous les opérateurs que nous accompagnons, par rapport à un niveau artistique, managérial et technique. Et puis, il va y avoir une attention particulière par rapport à la question de la diffusion, parce que la plupart du temps, c'est un constat, et c'est toujours dans les lieux dits classiques que vont avoir lieu des représentations, des projections de films, des concerts. Et donc, l'idée étant de dire, tout le monde ne peut pas forcément aller dans ces lieux-là. Comment est-ce qu'on permet l'accès à des populations, que ce soit dans les quartiers ou dans les populations, dans les villages, dans les milieux ruraux, à une offre culturelle de qualité. Et donc, on va travailler avec les opérateurs à pouvoir faciliter cet accès-là. Et puis, on a tout le volet par rapport à la distribution, parce qu'on a quand même tout un agenda par rapport à la question de la viabilité économique des structures que nous accompagnons.
Et qui dit distribution aussi, dit à un moment donné visibilité et promotion des contenus que les opérateurs que nous accompagnons produisent et créent. Et donc, on s'est rendu compte depuis un certain nombre, pas un certain nombre, je vais dire les 5 dernières années plutôt, et encore plus pendant le Covid, qu'il y avait lieu d'accompagner tous ces acteurs culturels-là par rapport à produire une offre culturelle de qualité d'abord, et ensuite de pouvoir investir le champ du net, mais pas à n'importe quelle condition. Et donc, il fallait aussi outiller tout le volet par rapport aux droits de propriété intellectuelle et à tout le volet technique. Le corollaire aussi de tout ça, c'est qu'on s'est rendu compte, que pour le moment, en tout cas, le continent sur lequel nous on travaille est dans un moment charnière où on est quelque part sur une réaffirmation identitaire, envie de découvrir son patrimoine, de découvrir ses contenus, et une soif aussi des diasporas qui sont à l'étranger dans les différents pays, qui ont envie au fait d'avoir accès à des images de leur pays d'origine, d'avoir du contenu narratif, imaginaire, et de pouvoir se l'approprier. Malheureusement, le fait étant que l'offre n'était peut-être pas de qualité ou nombreuse, les écrans sont inondés d'une offre culturelle qui est plutôt de Bollywood, qui est plutôt des telenovelas d'Amérique latine. Et donc, il y avait aussi tout ce travail-là de se dire, OK, une fois qu'on a cette offre-là, comment est-ce qu'on travaille pour bien la référencer, pour bien la mettre à disposition. C'est dans le challenge dans lequel nous sommes actuellement avec les opérateurs que nous accompagnons. Alors, on ne pousse pas tout le monde à forcément se lancer dans la création de plateformes digitales. Il y en a qui existent, et c'est quelque part travailler avec elles pour que ces contenus culturels africains, donc moi je ne suis pas, en tout cas du point de vue africain, on n'est pas tellement sur la question de est-ce que c'est anglophone ou francophone ou whatever. Évidemment, ces questions se posent à un moment donné, mais on est plutôt sur la question où est la place des contenus africains de qualité sur ces plateformes culturelles digitales qui existent, ou celles qui aimeraient pouvoir être créées par des Africains eux-mêmes. Et donc, comment est-ce qu'on facilite l'accès à ces diasporas qui cherchent ces images, mais également et qui, eux, ont un pouvoir d'achat assez conséquent par rapport peut-être à des populations sur place qui, elles, n'ont pas peut-être ce pouvoir d'achat de pouvoir avoir accès à ces plateformes. Et donc, comment est-ce qu'on travaille avec les opérateurs pour pouvoir avoir aussi des deals assez intéressants avec les téléphonies mobiles sur place, puisque la plupart de ce contenu se fait par smartphone. Donc voilà, ça c'est un petit peu le champ dans lequel Africalia travaille au travers des différents programmes d'accompagnement que nous mettons en place. Et je laisserai l'intervenante qui vient après, qui est d'ailleurs une des entrepreneurs que nous accompagnons dans un des programmes qu'on met en place, parce que bon voilà, c'est vraiment un questionnement que l'on a par rapport au continent, entre cette offre culturelle que l'on aide, que l'on accompagne à exister, à être présent, mais à être présente où, quand, comment et pour qui. Donc voilà, c'est vraiment un travail. Et donc on le fait au Kenya, spécialement avec une structure qui s'appelle Creatives Garage, qui est une plateforme culturelle qu'ils ont mis en place. On le fait avec une plateforme également au Burkina Faso, en RDC. Donc il y en a quelques-unes qu'on accompagne réellement, et puis d'autres on est plutôt on va mettre en place tout un système de formation où on demande à des intervenants d'être présents, de les accompagner sur un long terme pour pouvoir bien designer ça et pouvoir permettre que ils puissent avoir accès à des ressources humaines de qualité qu'ils puissent intégrer dans leurs équipes. Parce que tout le problème aussi est là, c'est où est-ce qu'on les trouve et comment est-ce qu'on arrive à nous rendre assez attractifs que pour les intégrer dans nos structures pour qu'elles travaillent avec nous. Donc voilà, ça c'est un petit peu de manière ramassée le travail qu'Africalia fait. C'est un travail de longue haleine,
parce qu'on est sur plusieurs sujets et il y a aussi bien l'accès et l'éducation du public, mais il y a aussi surtout accompagner les créateurs et les structures à pouvoir bien s'approprier ces termes techniques et puis tout cet écosystème qui est encore à ses prémices, hein, l'air de rien. Donc voilà, je ne suis pas longue, moi, je suis plutôt dans l'échange, donc j'attendrai les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dorine. Mais écoutez, on va passer à notre quatrième intervenante qui est Awa. Donc, je vais vous faire une petite présentation rapidement de Awa Diop, qui est donc fondatrice et présidente de DID Développement. Donc, constatant que la musique africaine était rarement découverte en ligne, Awa Diop Girard, une entrepreneure sénégalaise, a créé Dido, une plateforme de streaming musical panafricain de plus de 14 millions de titres et permettant d'accroître la visibilité des artistes africains tout en offrant un engagement social à travers son initiative One Song, One Soul. Dido, c'est également un service de distribution numérique, un studio d'enregistrement et un label. Donc, nous allons donner la parole à Awa, puis je vais partager mon écran, si tout va bien, pour permettre à Dido de pouvoir, à Awa de pouvoir partager avec nous. Donc, Awa, juste me donner le signal quand tu veux que je change de slide. Oui, merci beaucoup Véronique, bonjour à tous et à Parfait. toutes. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de ce sujet plus qu'important de la découvrabilité. Donc oui, on peut lancer le diaporama. Donc je m'appelle Awa, j'ai 42 ans, je suis franco-sénégalaise et je suis fondatrice de Dido, qui est composé de 4 services aujourd'hui, comme Véronique l'a dit lors de ma présentation. Donc, un service de streaming musical sur lequel je vais plutôt m'appesantir et ensuite je pourrai répondre aux questions peut-être concernant les autres services que nous avons eu à créer. Donc, la plateforme de streaming Dido est partie d'un constat justement d'un manque de découvrabilité. Donc là, on est en 2017. Donc effectivement, sur la deuxième slide, je vais vous montrer la map monde du streaming musical. Cette slide date de 2017. Nous sommes en 2022. Et le constat est peu ou prou exactement le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les plateformes, on va dire mainstream, hein, Deezer, Spotify, Apple Music, qui sont très bien implantées. Aujourd'hui, on parle de plus de 50 voire 60 millions d'utilisateurs sur ces plateformes-là au niveau mondial, mais très axées au niveau de l'Occident, hein, donc Europe, Amérique du Nord. Et vous avez sur les autres parties du monde, en fait, des plateformes qui tirent aussi leur épingle du jeu et qui sont devant ces plateformes qu'on connaît tous. Donc, en Amérique latine, ce sera Claro Musica. En Asie, vous avez QQ Music, Swan. Donc, chaque partie du monde a ses spécificités culturelles qui se retrouvent dans les services de streaming musicaux qui sont les mieux implantés sur ces territoires. Quid de l'Afrique? Aujourd'hui, en fait, nous avons toujours une problématique à ce qu'une plateforme s'impose sur le continent. Concrètement, sur une offre multi-pays, multi-catalogue, nous sommes 2, donc Boomplay, qui est une application qui a été lancée par un opérateur téléphonique chinois, et Dido, qui est la petite start-up qui essaye de s'implanter en première partie, en tout cas sur l'Afrique de l'Ouest. Concrètement, Dido a été créé sur la base d'un constat très simple, c'est que les artistes africains avaient du mal à trouver leur public, donc des artistes qui remplissent des stades, notamment au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Leurs résultats sur les plateformes de streaming comme Deezer, Spotify ou autres est très, très, très faible en comparaison à leur fanbase. Pour un problème d'accessibilité et donc la découvrabilité n'était pas évidente pour ces artistes-là et leurs fans et autres n'arrivaient pas du coup à les découvrir puisque ces services n'étaient à l'époque pas du tout disponibles en Afrique. Donc, on a lancé Dido sur la prochaine slide où vous avez un contenu qui va être panafricain. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous lancez Dido, vous avez vraiment un contenu très spécifique d'artistes africains et issus de la diaspora. Mais vous avez aussi la possibilité de découvrir tout autre artiste au monde, concrètement. Un de nos partenaires principaux est Universal Music Afrique, qui propose un catalogue aujourd'hui, c'est le plus gros catalogue au monde,
où vous pourrez découvrir des artistes du type Madonna, AC/DC, etc. Donc Dido n'est vraiment pas enfermé dans un genre de musique, mais plutôt sur un positionnement de découvrabilité pour le continent africain et ailleurs. Il y a des artistes aujourd'hui, comme je le disais, qui remplissent des stades, mais si je vous donnais leur nom aujourd'hui, vous ne les connaîtriez pas, puisqu'ils sont certes sur Spotify, Deezer, Apple, mais pas du tout mis en avant. On va passer à la slide suivante, Véronique, si tu veux bien. Avec plaisir. Donc sur Dido, vous avez, voilà, c'est une application comme on les connaît ailleurs, c'est-à-dire avec de la nouveauté, une navigation par pays. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on a eu à intégrer très tôt pour que nos utilisateurs, si vous souhaitez savoir ce qui se fait au Cameroun, par exemple, vous cliquez sur le drapeau et vous allez avoir une playlist toute faite de l'actualité musicale de ce pays-là, une exploration par genre également, et d'autres fonctionnalités qui sont vraiment très, très proches de nos habitudes culturelles en Afrique. L'affichage des paroles, ça c'est un point qui est très important pour la découvrabilité, dans le sens où en Afrique, vous avez différentes langues locales qui sont parlées, et c'est vrai que c'est important justement de pouvoir afficher ces textes-là pour l'utilisateur, même s'il n'est pas africain, qu'il puisse ne serait-ce que lire et peut-être chantonner le refrain en même temps que de l'écoute de ce titre. Le live streaming, donc c'est quelque chose qui est important aussi pour pouvoir retransmettre les concerts. C'est vrai que lorsqu'on a passé la période Covid, c'était un sujet plus qu'important au niveau mondial. Et c'est vrai que l'Afrique, on avait du mal à proposer des contenus, à part sur les réseaux sociaux, sur des plateformes de streaming en concert. Dido intègre aussi un volet social, donc ça c'est la diapo suivante, où nous reversons 5% des abonnements payants à des associations. Donc là, on n'est pas forcément dans le champ de la découvrabilité, mais c'était important pour nous de pouvoir contribuer à des actions qui sont menées localement sur des sujets comme l'éducation, la santé, women empowerment. Et donc, l'utilisateur, lorsqu'il arrive sur l'application, a la possibilité de choisir l'association à laquelle il souhaite reverser une partie de son abonnement. Donc, ça a vraiment été pensé pour répondre à nos habitudes culturelles en termes de moyens de paiement, en intégrant ce qu'on appelle le mobile money. Donc, on a la carte bleue de disponible, mais en Afrique, on sait que le paiement mobile est le moyen de paiement le plus démocratisé. En intégrant des fonctionnalités qui nous ressemblent, en intégrant du contenu qui permet à des artistes aujourd'hui d'atteindre leur marché, tout simplement. Encore une fois, des artistes phares, encore à date, ont du mal à atteindre leurs fans, puisque les outils ne sont pas forcément disponibles et accessibles. Et donc, l'application a été créée pour proposer, en tout cas, un outil qui permet de découvrir ce contenu africain d'un continent de plus d'1 milliard d'individus, avec une capacité, un potentiel, on va dire, assez énorme. Merci beaucoup et je reste disponible pour voir vos questions. Je vais tâcher de rouvrir ma caméra. J'espère que ça va fonctionner. Merci. Merci beaucoup à tous les 4. Ça a été passionnant de vous entendre. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, mais si vous avez des questions à avoir, à poser, n'hésitez pas soit à prendre la parole, sinon à passer par le chat. Moi, personnellement, je me permettais juste de faire une remarque et de lancer la conversation entre nous tous. C'est que je remarque qu'on a la chance d'avoir un spectre très large autour du principe de découvrabilité. On a des spécialistes en algorithmes, on a un spécialiste qui quelque part fait le mix entre ce qui se passe à l'extérieur de la plateforme et dans le web et qui est capable de retracer ces éléments-là pour en faire une lecture et une visibilité et ainsi de pouvoir supporter des décisions d'action pour que la découvrabilité continue à se maintenir et qu'on puisse soutenir le produit. On a aussi une personne qui s'occupe de soutenir le milieu d'une manière sur différents sujets pour que le milieu se prenne en main et arrive à conquérir son public et quelqu'un qui a créé un environnement qui permet de rassembler des artistes qui pourra partir à la rencontre de son public. Et ce que j'entends, c'est qu'en fait, on a la chance aussi d'être sur trois continents. On a le continent nord-américain, le continent européen et le continent africain. Et que ce que j'entends, c'est une unité
d'enjeux, de réflexion et d'action. Et ce que j'entends aussi, c'est un enjeu autour de l'accès. Et j'aimerais que vous puissiez nous revenir un petit peu là-dessus, sur la notion d'accès, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de pouvoir favoriser la découvrabilité, puis aujourd'hui de s'assurer qu'en fait, tout au long de l'action de création, ce concept-là se matérialise. Et comment est-ce que vous vivez ça justement dans vos différents environnements? Je vois qu'il y a une question dans le chat qui dit est-ce que quelqu'un peut écrire la définition de la découvrabilité pour moi dans le chat? Mais je vois que Christian s'en est occupé, c'est parfait. Donc, juste pour rappel, la découvrabilité, c'est la découvrabilité d'un contenu dans l'environnement numérique se réfère à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, notamment par des personnes qui ne nous cherchaient pas. Hein, quelque part, c'est ici. Donc, est-ce que vous pouvez nous revenir un petit peu sur ce qui vous semble important dans vos expériences, justement, par rapport à l'accès et à l'accessibilité, soit des artistes, soit du public? Ben, peut-être un angle sur la question de l'accès, ça revient à la première partie de la définition. Quand je montrais tout à l'heure un endroit où on mesure la présence d'un catalogue de livres sur des plateformes en ligne, ça a l'air banal et puis probablement que tout le monde se dit, ben voyons, à partir du moment où on distribue les livres, pourquoi ils ne sont pas sur toutes les plateformes? Et il s'avère que dans les enjeux de découvrabilité, il y a un côté social, habitude de consommation, mais il y a aussi un côté très formel, technique, informatique il faut des bonnes métadonnées, il faut que les droits soient actifs, qu'il y ait des cases qui aient été cochées pour qu'un contenu se retrouve à tel ou tel endroit sur tel territoire, parce que la notion de territorialité existe en numérique. Là. On est dans le web pour toute la planète, mais en réalité, non. Il y a des webs locaux. Et donc, je pense que pour plein d'organisations, on commence à réfléchir aux enjeux de découvrabilité un peu plus complexes, mais de s'assurer qu'à la base, les tuyaux sont bien branchés, que la technique fonctionne. Moi, je travaille avec des éditeurs au Québec, en France, des éditeurs de livres qui se rendent compte que souvent, des fois, il y a 10% du catalogue qui n'est pas disponible pour des banalités techniques. Et donc, puis je pense que ça va être vrai là, sous plein d'autres aspects. Mais en fait, ma réponse à ton intervention, c'est de dire ne négligeons pas les bases avant de. Faut savoir marcher avant de savoir courir. Et donc, ça, c'est un des premiers volets super importants. Absolument. Oui. Pardon. Oui, non, j'allais dire pour compléter Christian, nous, c'est exactement ça. En fait, quand j'insistais tout à l'heure sur le fait qu'il était très important de pouvoir doter en fait, les éditeurs, les éditorialistes des plateformes qui n'ont pas forcément en fait, des compétences techniques, puisque en fait, ce sont plutôt des spécialistes du contenu, des bons outils pour pouvoir qualifier les contenus, c'est justement parce que c'est la base. En fait. Sans ça, s'il manque un S à la fin d'une métadonnée spécifique, le moteur de recherche, que ce soit Google ou un moteur de recherche en interne, ou l'algorithme ne sera pas forcément en mesure en fait, de faire le mapping tout seul et de retrouver les contenus. Ce qui fait qu'en fait, on passe à côté de beaucoup de choses et de la captation de beaucoup de contenus pour des choses qui paraissent en fait complètement évidentes et basiques. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi important qu'il y ait un côté en fait de pouvoir public qui est assez essentiel dans la façon d'expliquer comment fonctionne cet aspect technique pour permettre une meilleure découvrabilité. Et ça, c'est vraiment un enjeu qui est assez capital, je dirais. Et dans vos projets, si je vois Dorine et Awa, dans vos projets, cette dimension-là a été très, très importante parce que si j'entends bien ce que vous nous disiez tout à l'heure, vous avez beaucoup travaillé à adapter au public, en fait, à l'accessibilité du public et aussi à l'accessibilité des artistes. Et est-ce que vous pourriez nous revenir un petit peu sur cette dimension-là dans vos activités respectives? Ben, dans le chef d'Africalia, tout le problème, il est là. C'est pour ça que moi je dis c'est toujours c'est pour ça que j'en dis c'est vraiment un programme de renforcement de capacité, parce qu'il y a aussi
de répondre à ces opérateurs-là qui disent « mais comme on n'arrive pas à trouver notre place sur les plateformes dites classiques, alors on va créer notre propre outil ». Mais ça ne se crée pas comme ça du jour au lendemain. Il y a quand même beaucoup de critères, il y a beaucoup d'impératifs, et je pense que Christian et Yana sont revenus là-dessus, et donc il va falloir les accompagner à pouvoir s'approprier ce type d'outils et le comprendre en fait, et puis se rendre compte que peut-être, pour certains, c'est peut-être pas la solution, parce que ce que disait tout à l'heure Awa, c'est vrai qu'elle elle brasse multi-pays, multi-continents. Nous, ce qu'on s'est rendu compte sur les 2-3 plateformes que l'on accompagne, en tout cas de manière plus précise, c'est vrai qu'ils l'ont fait par rapport à un territoire donné qui est leur pays et par rapport à une diaspora qui est leur diaspora, quel que soit le continent où elle est, mais pour du contenu vraiment national. Mais même ça, il faut au-delà de l'aspect hyper créatif, d'avoir une offre culturelle de qualité sur laquelle on travaille aussi, mais c'est tout le volet technique, et nous on s'en rend compte que c'est toutes ces histoires de sémantique et de pouvoir savoir utiliser les outils de bonne manière. Mais c'est là où nous on a un rôle à jouer, et qu'on peut se le permettre parce qu'on a des moyens qui nous sont donnés par les bailleurs qui nous accompagnent pour pouvoir accompagner ces opérateurs culturels-là et ces entrepreneurs à pouvoir vraiment mettre des outils performants et travailler sur toutes ces questions-là. Mais c'est un travail colossal. Mais en tout cas, c'est la mission que l'on a par rapport à cet impératif-là de découvrabilité, c'est que de fait, il y a quand même pas mal de choses à maîtriser en amont avant de pouvoir avoir vraiment cette découvrabilité-là, mais qui est impératif parce qu'on est vraiment sur, il faut des contenus africains parce que sur le net et qui soient accessibles à tout un chacun. La mondialisation aussi, c'est ça. Donc voilà. Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu pointes, c'est que en fait, vous ne remettez pas en question l'importance à la fois de la technologie, de la métadonnée, du travail sémantique, donc de ce qu'on appelle la découvrabilité dans ce qu'elle a de nouveau en fait. Parce que c'est sûr qu'on connaît le principe des efforts de promotion, de publicité, ça c'est des choses qu'on fait depuis qu'on vend et qu'on achète des choses, donc ça fait longtemps. Mais l'aspect découvrabilité tel qu'on la connaît aujourd'hui au niveau du numérique, donc c'est tout l'aspect de la conversation avec les machines, hein, comme nous, on a l'occasion de développer beaucoup, je note que pour vous, c'est un des éléments clés de la découverte et de la rencontre entre le public et le contenu. Et que vous y associez forcément des activités de promotion, mais qu'aujourd'hui, quand on parle d'impact de découvrabilité en culture, on s'entend qu'aujourd'hui, vous êtes témoin que c'est une des activités les plus importantes aujourd'hui à mettre en œuvre. Et encore plus depuis que Covid est passé par là, je pense. Ok. Honnêtement, oui, encore plus depuis. Mais surtout parce qu'on s'est rendu compte qu'au fait, il n'y avait pas du tout la maîtrise de tout, et que là, il allait falloir même renforcer les appuis que nous avions, parce que certains avaient quelques wagons en avance par rapport aux opérateurs qu'on accompagnait. Donc oui, je pense encore plus que tout le monde s'est jeté dans la mare et sans forcément bien raccorder tous les wagons. Donc oui, je crois que c'est encore plus important aujourd'hui, honnêtement. Donc voilà. Awa, on ne vous a pas entendu, mais la slide que nous avez présentée où on a les différents opérateurs de découvrabilité, enfin, et de distribution de streaming de contenu de musique, et vous, en Afrique, j'ai dit énormément de choses. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, à la fois cette position d'être à la fois les découvreurs, mais aussi les initiateurs, puis en même temps de devenir ce leader-là, justement, pour amener le contenu auprès de son public? En fait, c'est vraiment important et stratégique dans le sens où, à mon sens, hein, avant de parler même de découvrabilité, on a besoin de parler d'accessibilité parce que si le support n'existe pas, on ne peut pas découvrir. Donc en fait, pour moi, c'est une première problématique, c'est-à-dire la création du support adapté à chaque marché, parce que chaque marché est différent. On n'adresse pas l'Asie comme on adresse l'Amérique du Nord, par exemple. L'Afrique, c'est pareil. Il faut l'adresser d'une certaine manière. Donc voilà, une fois que le support est là et que le contenu y est, ensuite, on peut travailler sur l'accessibilité, comme le disait Anna, avec les différents algorithmes, évidemment des métadonnées qui doivent être bien travaillées et bien saisies pour permettre une navigation
plus poussée. Mais l'outil, en fait, est vraiment important. Et l'outil ne peut pas être négligé dans le sens où il doit vraiment être pensé pour parler à l'utilisateur final et correspondre à ses habitudes et à ses attentes. Moi, j'ai noté deux mots importants, en fait, que Christian, je trouve, a dit, c'est la capacité à être repéré. C'est vraiment important. Ça m'a rappelé, en fait, des messages qu'on a reçus chez Dido de personnes qui nous disaient « Oh, on a connu cet artiste grâce à Dido ». Mais en fait, l'artiste était déjà sur Deezer et Spotify et Apple Music et tous les autres, mais depuis des années. C'était quand même assez incroyable. Il a aussi parlé du paradoxe de l'hyperchoix. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une abondance de contenu partout qui, à mon sens, nécessite une sorte de spécialisation en fonction des différents contenus. Je pense qu'on va dans un monde où nous aurons tous 3, 4, 5, 6 abonnements différents. Ça peut être 2 abonnements musique qui ont l'air plus ou moins similaires, mais dans les faits, qui ne le sont pas. Puisque certains de nos artistes ont été découverts chez nous et pas chez les autres. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une éditorialisation différente, un positionnement différent. Et ce qui est important aussi, c'est que des structures comme Africalia, justement, heureusement qu'elles existent, parce que voilà, nous, on est accompagnés par cette structure. C'est très difficile. Il y a, oui, du renforcement de capacité, il y a énormément de sujets. Ce sont des projets très, très ambitieux. Et ça permet justement d'aider, en tout cas, d'avoir ce soutien, de structurer un peu cette pensée-là et de pouvoir délivrer un outil qui permet la découvrabilité et qui, in fine, permet la monétisation. Parce qu'on oublie souvent de parler de ça, mais la découverte est indispensable pour qu'un artiste vive de son art. C'est-à-dire qu'un peintre, si on n'achète pas ses peintures, ne fera pas long feu. En tout cas, voilà, va devoir faire autre chose en même temps. Donc, c'est vraiment important, la découvrabilité, pour que les artistes vivent de leur art. Et donc, il faut créer des supports, il faut pouvoir mettre voilà, à disposition le contenu à travers des services comme ceux d'Anna, et puis générer de la monétisation pour l'artiste. Merci beaucoup. On a une question dans le chat qui nous dit: est-ce que le fait de s'associer à un influenceur qui a une très grande audience internationale, genre des millions de followers, ne permettrait pas d'être découvert par son audience? Donc, on pourrait gagner des audiences dans d'autres continents. Dorine, on n'entend pas ton micro semble fermé. Oui, bien sûr, mais ça fait presque partie de la stratégie de marketing qu'on va mettre en place. Donc voilà. Mais après, il nous fait découvrir, mais où est-ce qu'on trouve le produit à the end of the day? Donc on doit quand même se rendre sur une plateforme. Et oui, je pense que ça, et de plus en plus d'ailleurs, sur le continent, parce que moi je parle de ce que je connais, on fait de plus en plus appel à des influenceurs pour pouvoir référencer un produit ou en parler, ou dire j'écoute plutôt tel morceau, ou je suis en train de teaser sur la prochaine série qui sort. Ça fait partie de la stratégie de marketing qu'on met en place. C'est évident aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on puisse bypasser les influenceurs d'aujourd'hui, en tout cas. Il y a quelque chose que j'entends beaucoup dans ce que vous nous dites aussi, c'est l'aspect multidimensionnel de la découvrabilité. C'est qu'il y a une dimension qui est très internationale, c'est-à-dire qu'on parle à un public qui n'est pas géolocalisé forcément, mais on parle d'artistes qui sont géolocalisés, qui ont des spécificités. On pourrait parler aussi de toute la dimension linguistique. On est dans une table qui est organisée par des ministères francophones, donc la notion de francophonie est un élément très important et de réflexion beaucoup justement pour permettre au contenu francophone d'être découvrable. Awa et Dorine, il y a aussi une dimension en Afrique qui est très similaire avec l'expression linguistique, et donc la découvrabilité, on se rend compte qu'elle est à la fois très transversale et en même temps qu'elle doit avoir des dimensions très verticales pour être capable de favoriser l'appropriation, mais aussi l'engagement autant des artistes que du public dans cet univers qui reste très, très multiculturel. Je veux dire, comme tu le mentionnais, on peut écouter du Madonna, mais on va aussi écouter des artistes qui ne sont pas trouvables ailleurs, même s'ils sont présents ailleurs. Donc cette dimension-là est importante. Et qu'est-ce que vous pouvez nous transmettre d'important ou de notable par rapport à cette réflexion, par rapport à la langue et à l'accès à la langue au niveau des contenus? Est-ce que c'est un enjeu, j'imagine, qui complique
un petit peu les choses là, mais est-ce que vous avez développé des stratégies, des trucs par rapport à ça? Alors très rapidement, nous, vu que nos algorithmes sont sémantiques, ça a été un vrai enjeu, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait, pour se développer dans d'autres pays? Donc nous, par exemple, on est très présent Oui. en Amérique latine, on est présent dans plusieurs, en fait, pays qui parlent tous une langue différente. Eh ben, écoutez, on n'a pas trouvé encore de meilleure solution que, d'embaucher des spécialistes du, contenu, qui soient, non seulement, donc qui parlent non seulement les 2 langues, donc c'est-à-dire qu'ils vont parler le français et le portugais brésilien, par exemple. Nous, quand on est arrivé en Amérique latine, c'est ce qu'on a fait et c'est encore la meilleure solution qu'on ait trouvée parce qu'il ne s'agit pas seulement de traduire, il s'agit de connaître le contexte culturel du pays dans lequel on se lance, en fait. Et il y a, et franchement, s'il y a une meilleure solution que, d'utiliser l'intelligence humaine pour compléter l'intelligence artificielle à ce niveau-là, je serais ravie, d'en discuter, mais c'est encore ce qui fonctionne le mieux. Mais pour le ramener à des questions de tuyaux puis de techniques, puis chaque industrie est tellement différente là-dessus parce que la musique, elle est typiquement, la chanson est dans une langue, c'est pas traduit, c'est le même produit qu'on veut adresser à des publics qui parlent plusieurs langues. Dans le cas du film, la plupart des produits films sont multilingues, en fait. Et donc, une plateforme qui développe des moyens de la recommander, de la faire découvrir, pourrait en théorie l'appliquer dans plusieurs langues. Et dans le livre, en fait, le livre existe dans plusieurs langues, mais appartient à des ayants droit différents. Donc, il va être distribué sous des ISBN différents dans des plateformes. Et donc là, le produit francophone ne va pas nécessairement bénéficier des éléments de recommandation de la version anglophone du livre, sauf si, comme éditeur, on arrive à lier les métadonnées et à dire, dans le cas d'Amazon, à dire Amazon, ceci est une traduction de cela. Donc, à partir de là, il va associer ensemble les commentaires des utilisateurs ou associer ensemble les éléments de recommandation. Donc, rapidement, on entre dans les subtilités. Puis là, je prends les 3 exemples, les 3 industries que je connais plus, mais chaque industrie a ses subtilités, ses différences qui font que la question de la langue, oui, il y a l'effet universel qu'on peut s'intéresser à des contenus étrangers, des contenus dans d'autres langues, mais ça va être traité de façon complètement différente selon les marchés, selon les milieux, en fait. Tu pointes quelque chose de très important dont on n'a pas malheureusement, on n'aura pas le temps d'en parler, c'est toute la notion d'identifiant unique. Parce que tu pointes justement la notion d'ISBN, dire cette capacité à désambiguifier la personnalité attachée à ces multiples présences numériques, et d'où l'importance d'avoir un identifiant unique. Puis je suis sûre que Gérard, dans le cadre de notre présentation, dans notre préparation, tu nous avais mentionné un artiste sénégalais qui a de multiples titres, de multiples espaces disponibles dans lesquels il est présent. Il représente plus de 6 millions d'auditeurs par mois, mais il est tellement, je dirais, séparé dans des comptes différents, avec un S, pas de S, etc. Donc, il y a un énorme enjeu par rapport à ça, c'est justement à rassembler les personnalités numériques des artistes, des contenus culturels pour s'assurer qu'ils puissent bénéficier tout le temps d'être rémunérés à la hauteur de leur reconnaissance et de la reconnaissance du public. On arrive à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup, vous avez été d'une générosité, puis vous nous avez donné beaucoup, beaucoup de choses à réfléchir. Est-ce que chacun d'entre vous, vous avez une petite minute pour conclure? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez absolument dire et que je ne vous ai pas posé la question, par exemple, et qui pour vous est important? Non? Ben, écoutez, je ne sais pas s'il y a une question dans le public. Je vois qu'il y a eu effectivement une affirmation en disant oui, la question de la langue est quelque chose d'important. Je ne vois pas d'autres questions dans le public. Il est 11h15. La table devait prendre fin à 11h15. Donc, ben, je remercie beaucoup le public. Il y a encore 52 personnes avec nous. Ça a été vraiment un grand plaisir de vous avoir avec nous. Chacun de vous 4, je vous remercie beaucoup. C'est passionnant de vous écouter. Et puis, eh bien, on remercie l'édition d'échanges franco-québécoises qui nous a permis de nous rencontrer tous. Et puis, ben, moi, je vais vous rendre à vos agendas. Donc, moi, je suis Véronique Marino, je suis coprésidente et codirectrice de la Cogenci. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Puis, merci pour la confiance que vous nous avez témoignée.
Donc, je vais vous laisser partir chacun d'entre vous et retourner à vos habitudes. Merci, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Bye bye. Merci beaucoup. Véronique, merci à tous. Salut. Christian, Dorine, Merci à Anna, tous, plaisir. bonne journée pour ceux qui sont. Oui, bonne Ah oui, journée, c'est vrai. bonne début de journée, ça dépend. Je ne sais pas où on est sur la planète. Voilà, mais c'est ça. nous, on est pas mal séparés, mais bon, c'est ça. Merci beaucoup au public et puis au Merci. plaisir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, Dorine. Non, merci Véronique, désolée. Hein. Ah ben non, 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 tu es arrivée à l'heure. C'est moi qui ai eu une espèce d'arrêt au cœur tout à l'heure avec ma petite rupture de connexion, mais j'ai arrangé ça vite. Ça va, ok. Donc, et merci pour la modération. Hein. Ça m'a fait plaisir et puis au plaisir et puis bonne continuation. Ça va. Au revoir. Merci, au revoir, Dorine.